Coucou les lecteurs et les lectrices, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'avais envie de vous parler d'un bouquin qui m'a beaucoup touchée, que j'ai lu déjà il y a quelques temps mais que j'avais pas eu le temps de vous faire la présentation. Donc à savoir que dans la vidéo vous verrez je change de tête et de vêtements parce que j'ai tourné une première vidéo qui me convenait pas et je me suis dit je vais faire du complément aujourd'hui. Petit aparté, on retourne dans la présentation du livre Diary of Thorn de Margaret Rogerson aux éditions Big Bang de Bragelonne. Donc je vous présente la couverture, moi qui m'a tout de suite attirée, que j'ai trouvé magnifique. C'est un petit pavé quand même, hein, il fait quand même 570 pages, donc il va falloir avoir un petit peu de courage, mais l'histoire est juste sublime. L'histoire vous transporte dans une cité, et plus précisément dans un pays qui s'appelle Ostermer. Ostermer, à l'intérieur vous avez des sorciers, des bibliothécaires et beaucoup de magie. La magie n'est pas comme dans Harry Potter, elle n'est pas innée. Si vous souhaitez pouvoir devenir sorcier et monter les échelons, il faut pour cela que vous liez votre âme à un démon. Plus le démon est haut dans la catégorie, plus votre magie est puissante. Mais les très très hauts démons, pour les appeler, il faut connaître leur nom. Ils sont très rares et souvent donc ce nom se passe de génération en génération au sein même d'une famille. Voilà à peu près pour pratiquer la magie. En soi, sinon, tous les livres, une grande partie des livres de ce pays-là sont vivants. Et c'est pour ça qu'ils sont stockés dans des bibliothèques spécifiques où des bibliothécaires et des gardiens veillent sur eux. Pourquoi? Parce qu'un livre peut commencer à développer des idées noires et sa magie lui permettant un peu de contrôler aussi tout ce qu'il y a autour. S'il est libéré, il se transforme en ce qu'on appelle un maléfique, c'est un démon destructeur qui tue tout sur son passage et qui ne peut être que combattu qu'avec du sel et des armes spécifiques par des gardiens. Voilà dans les grandes lignées, donc à présent je vais vous présenter les trois, on va dire, personnages principaux qu'on va suivre à travers cette histoire-là. Donc on aura notre jeune héroïne qui s'appelle donc Elizabeth Scrivener, qui a grandi au sein de la grande bibliothèque des Steve. Depuis qu'elle est bébé, elle est dans cette bibliothèque-là. C'est très rare puisqu'en général, vous devenez bibliothécaire ou vous commencez votre formation de gardien à partir d'une 10-12aine d'années. Mais elle a grandi au sein de la bibliothèque puisqu'elle a été déposée devant ses portes étant bébé. La grande directrice l'a trouvée, a été touchée par le calme de l'enfant malgré la tempête et le bruissement des livres aux alentours et a décidé de la garder auprès d'elle pour l'éduquer et puis pour lui offrir un toit. La jeune fille, bien qu'elle ait un peu tête en l'air, a quand même beaucoup de capacités. Elle a l'avantage, malgré son jeune âge, à réussir à résister au contrôle mental des livres et elle est vouée donc quand même à devenir quelqu'un de grand et de puissant au sein de cette bibliothèque-là. Tout va bien se passer, notre héroïne est une jeune fille d'une quinzaine d'années à peu près, de longs cheveux bruns, de beaux yeux verts et un tempérament quelque peu provocateur dans l'ensemble mais assez calme et posé. Elle est très intéressante puisque comme elle n'a grandi qu'au sein de la bibliothèque, elle ne connaît rien du tout au monde extérieur. Elle pense que le monde est tel qu'on lui a décrit et qu'on lui a appris. De la petite bibliothécaire naïve qu'on découvre tout au début du livre à la grande héroïne qui en vient à la fin, elle aura beaucoup évolué et aura vu grâce au monde qui l'entoure que les choses ne sont pas telles qu'on lui a instruites, qu'il y a du blanc et du noir dans toutes choses, qu'on ne peut pas définir si les choses est bien ou mal juste selon une idée qu'on s'en fait et que parfois il faut faire des choses mal pour en apporter le plus grand bien. Enfin bref, vous le découvrirez ça. Le deuxième personnage qu'on va suivre, c'est un sorcier assez puissant dans la hiérarchie, il s'appelle Nathaniel Thorn. Il est magicien dans sa famille depuis des années, sauf que lui actuellement est orphelin, il a perdu son père, sa mère et son jeune frère. Et la personne qui le suit est un serviteur qui porte le nom de Silas et qui n'est autre que son démon qui lui apporte la magie. Silas aussi est un personnage assez important puisqu'il explique que les démons n'ont aucun cœur, aucune pitié et ne sont touchés par rien ni personne. Mais Silas va avoir un comportement des fois très humain et très protecteur envers son maître, malgré le fait que s'il meurt, il a tout à y gagner puisqu'il retrouve sa liberté et il se nourrit de toutes les années de vie qu'il a transférées pour pouvoir être invoqué. Donc pour lui il a tout à gagner et pourtant à chaque fois il va tout donner son possible pour protéger son jeune maître qui n'est autre que Nathaniel Thorn.
Et le troisième personnage qu'on va suivre, c'est Ashcroft. C'est le plus haut dignitaire de la magie, lui aussi un très puissant démon à ses côtés. C'est un homme d'un certain âge, très bien habillé, très souriant, très accueillant, et qui a des idées sur la magie qui sont très carrées et très importantes. Et donc on va suivre ces trois personnages au fur et à mesure de l'histoire, il va y avoir des rapprochements entre tous au fur et à mesure, pour défaire donc le mal qui essaye d'invoquer le plus puissant démon de l'autre monde pour gagner la plus puissante magie qui soit. Et donc voilà, pour le résumé de l'histoire, c'est ceci, je vous le lis tout de suite. Tous les sorciers sont maléfiques. Elisabeth, qui a grandi au milieu des redoutables livres de sorts d'une grande bibliothèque d'Ostermer, le sait depuis son plus jeune âge. Et elle compte bien protéger le monde de cette magie néfaste, l'épée à la main s'il le faut. Jusqu'au jour où l'un des plus terrifiants grimoires se transforme en monstre de cuir et d'encre, semant mort et destruction. Accusée de l'avoir libérée et forcée à comparaître devant la justice à la capitale, Elisabeth se retrouve prise au piège d'une conspiration vieille de plusieurs siècles. Bien malgré elle, elle doit trouver secours auprès du sorcier Nathaniel Thorne et de son mystérieux serviteur Silas. Les grandes bibliothèques ne sont pas seules en jeu, le royaume entier est en péril. Elisabeth va devoir remettre en question tout ce en quoi elle croyait, car s'ouvre devant elle une voie qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Une histoire d'amour passionné qui se dévoile peu à peu, un univers dans lequel on a envie de se perdre. Quercus Rediu. En résumé, on commence tout de suite l'histoire où on découvre la jeune Elisabeth qui accompagne la directrice de son école au sein de la crypte de leur grande bibliothèque pour y enfermer un grimoire maléfique qui s'appelle donc le grimoire aux 1000 yeux. Il est d'une très haute catégorie, 7 ou 8 je crois, et il a donc un pouvoir mental tellement puissant qu'il doit être enfermé dans le noir à l'abri de tous. Toutes deux descendent dans la crypte et Elisabeth montre à la directrice la facilité, enfin le pouvoir qu'elle a de repousser donc les mauvaises énergies que le grimoire essaye d'avoir sur elle. Elles s'en vont donc tranquillement après avoir réussi leur mission et reprennent leur quotidien au fur et à mesure. Jusqu'au jour où elles vont apprendre l'arrivée d'un jeune magicien, d'un jeune sorcier au sein de leur établissement, qui est d'un certain niveau quand même de magie, puisqu'il est magistère, je crois, si je me trompe pas. Et par curiosité, elle et Catherine qui a entendu dire que les magiciens avaient des oreilles pointues, des griffes, des dents et autres, vont décider d'aller espionner ce jeune sorcier. Par mégarde, la jeune fille va faire tomber la bibliothèque dans laquelle se trouve le magicien et va faire sa première rencontre comme ça. Après leur rencontre, chacun va repartir. Lui était venu étudier donc le grimoire au milieu et elle retourne à ses occupations sans avoir été soi-disant repérée. Quelques mois plus tard s'écoulent et notre jeune apprentie Elisabeth se réveille en pleine nuit de façon étrange. Elle a beau essayer de réveiller sa camarade de chambre, rien n'y fait. Elle décide donc de descendre dans la bibliothèque pour découvrir quel est le problème et pourquoi tout semble si calme et si étrange. Lorsqu'elle arrive au sein de la bibliothèque, elle sent une odeur spécifique qu'elle a reconnue lorsqu'elle a découvert la première fois le magicien Nathaniel Thorne, une odeur de brûlé éthérique que laisse la magie lorsqu'on a fait un sort. Et elle va découvrir le cadavre de la directrice qu'elle respectait par-dessus tout, son épée à la main. Elle va décider donc de venger la mort de sa directrice et de partir à la recherche de magiciens et de savoir ce qu'ils cherchent à faire. Elle va sortir dans la cour et là elle va y découvrir un maléfique. Qu'est-ce qu'un maléfique? C'est quand les grimoires à l'aide de la magie ont réussi à se transformer en monstres et deviennent donc des créatures de cuir et d'encre qui ne sèment que mort et destruction. Voulant protéger donc le village d'Estive qui est un peu plus loin et qui est donc en protection de la grande bibliothèque, elle va se lancer à la poursuite donc de ce maléfique de niveau 7 pour pouvoir protéger le village. Elle va réussir à le tuer, détruisant au passage un grimoire précieux de magie, et va s'évanouir. Elle va se réveiller quelques heures plus tard au sein d'une cellule en étant accusée à la fois du meurtre de la directrice et de la destruction d'un grimoire hautement important pour le monde de la magie et l'univers d'Ostermer. Quand on est accusé à tort, on est envoyé au collégérium qui fait donc
partie de la justice magique et qui décide du sort de toutes les personnes. Nathaniel Thorne va donc être envoyé auprès de la grande bibliothèque pour venir récupérer la jeune fille qui se méfie et qui pense que c'est lui l'auteur de l'assassinat de la directrice, et au fur et à mesure des aventures, elle va faire la rencontre de plusieurs autres personnes au point de découvrir que le jeune Nathaniel a une vie bien compliquée et que c'est fort possible qu'elle en fasse un allié plutôt qu'un ennemi. Entre eux, ça va être assez tendu au début, le jeune homme se montre très froid et très distant de la jeune fille, et la jeune fille, comme elle craint la magie et qu'elle a été élevée loin de tout et de toute chose, elle est un petit peu naïve et n'a pas conscience de l'univers et de toute la politique, comment ça se trame, etc. Ils vont quand même se rapprocher un petit peu plus. Au fur et à mesure qu'elle va découvrir Silas et autres, elle va voir que pour un démon il n'est pas si mauvais que ça, qu'il a de bonnes choses et autres, et elle va comprendre que la politique magique est en train d'essayer de faire quelque chose qui n'est pas très raisonnable et qu'il va falloir trouver une solution pour que cet événement n'arrive pas. Et donc de là, entre enquête, recherche, combat et autres, vous avez vraiment de tout. De la magie, de l'aventure, de l'amour, des démons et des personnages à double sens qui sont assez impressionnants. Comme quoi des fois les démons ne sont pas les plus mauvais et les humains peuvent se montrer parfois bien plus cruels et démoniaques que le diable en personne. Et donc pour conclure, ce que j'ai vraiment adoré dans ce bouquin-là, c'est cet effet magique. Vous n'êtes pas magicien de façon innée, vous le devenez en invoquant un démon. N'importe qui, s'il trouve le nom d'un démon puissant, peut l'invoquer. Vous pouvez invoquer des démons supérieurs, mais ils sont tellement primitifs que leur magie est trop instable. Mais vous pouvez, si vous le souhaitez. Et contre cette magie sont nés les gardiens et les bibliothécaires qui donc veillent au bien-être des livres, hein. Ils prennent soin d'eux, ils les soignent, ils prennent du temps pour discuter avec eux, ils sont sensibles face aux livres qui dégagent de la magie. Et puis vous avez ce côté magie pure qui ne compte rien d'autre que faire gagner en puissance et en pouvoir en invoquant toujours un démon beaucoup plus puissant. Et vraiment, j'ai aimé cette corrélation, comme quoi la magie, ça ne vient pas comme ça. Il faut l'acquérir à travers un artefact, un être ou quelque chose. Et ces êtres non magiques qui vont pourtant donner tout ce qu'ils ont pour pouvoir combattre le mal et ramener l'équilibre auprès du pays d'Ostermer. Si vraiment vous avez une petite lecture à faire actuellement et que vous savez vraiment pas dans quoi vous plonger, je vous conseille réellement Sorcery of Thorn de Margaret Rogerson. Vous allez passer juste un merveilleux moment. Il vous laisse sur un petit cliffhanger très sympathique qui pourrait amener à une suite ou qui pourrait vous laisser libre à votre imagination, ce que j'ai réellement apprécié. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine, bon courage à vous. Vous, si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, ce que vous avez apprécié réellement. Moi personnellement, je n'ai rien regretté puisque tous les personnages sont géniaux. On s'attache effectivement beaucoup au personnage de Silas qui est pourtant le démon et qui est censé être maléfique. Et c'était juste fantastique. Je vous laisse sur cette conclusion-là. Je vous dis à très bientôt. Je vous fais tout plein de bisous et je vous dis une très bonne semaine. Allez, ciao, bye bye!